On est en octobre 1970 au Québec. Toi, Daniel, à l'époque, tu fais quoi exactement? Je suis gérant d'une librairie à Saint-Henri. OK. Et dans cette librairie-là, on vendait les œuvres de Mao, Marx, Engels, Lénine, OK. les revues de tous les pays, Vietnam, Cuba, et ainsi de suite. Et on faisait aussi du travail dans le quartier avec ce qu'on avait comme lecture, comme document, et ainsi de suite. On allait porte à porte discuter avec les gens. Tu avais quoi comme formation, toi, Daniel? Moi, j'ai une formation d'ajusteur mécanicien. OK. J'ai travaillé comme ajusteur mécanicien pendant 4 ans, à peu près 4 ans. OK. Tu n'as pas été à un moment donné au service de police de la... J'ai été policier à la ville de Montréal de 64, mois de mars, à septembre à peu près, 68. Toute la précision sur ça, je vais ressortir ça dans des documents que je vais aller à la Bibliothèque nationale, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées sur 40 ans, il y en a oublié quelques-unes. Tu as démissionné de la police? J'ai démissionné de la police. Pour des raisons non, j'ai idéologiques? démissionné parce que ça faisait 5 ans que je remboursais une dette, parce que l'année où je suis rentré dans la police, je me suis marié, et je me suis mis 6 000 $ de dette sur le dos, pour les meubles et ainsi de suite dans la maison. Et ça m'a pris plus de 4 ans pour rembourser. Aussitôt que j'ai eu fini le dernier paiement, je suis allé au bureau du personnel, déposer mon arme, mon badge et ma carte d'identité. Je lui ai donné, puis j'ai dit, moi je quitte. Au revoir. OK. Puis là, qu'est-ce que tu as fait quoi? Ben, j'ai milité pendant 68, 69, 70, jusqu'à 73. Tu as milité où? Dans une organisation marxiste-léniniste. Comment ça s'appelait? Au début, ça s'appelait les intellectuels et ouvriers patriotes du Québec, marxiste-léniniste, qui est devenu le Parti communiste du Canada marxiste-léniniste et le Parti communiste du Québec marxiste-léniniste. OK, alors tu milites pendant 2, 3 ans, 4 ans? Ah, j'ai milité plus que ça, 6 ans. 6 ans? Ouais. OK. Puis ça consistait à quoi, ça? Ça consistait à mettre sur pied une organisation et d'essayer de planter des racines pour que l'organisation se développe et devienne une opposition valable à tout ce qui se passait. OK. On était d'accord avec l'indépendance du Québec. Les Québécois de l'organisation étaient d'accord avec l'indépendance du Québec, à part de l'exception. Et les Canadiens, ben, eux, ils étaient pour que le Québec reste dans la fédération, mais nous, on n'était pas d'accord. OK. Est-ce que tu avais participé à des actions clandestines? Ben, clandestines, ça dépend. Si c'est des actions violentes ou des trucs comme ça, jamais. Jamais. Okay. Ce qu'on faisait, c'est que nos activités particulières, on les faisait, si on veut, clandestines. On n'invitait pas tout le monde pour discuter de ce qu'on avait comme programme à développer au niveau des manifestations et ainsi de suite. Là. On faisait nos réunions entre responsables du parti. OK. Tu ne faisais pas partie ce qu'on appelait à l'époque le Front de libération du Québec? Jamais. Est-ce que tu connaissais des gens qui faisaient partie de cette organisation? Je connaissais de nom Charles Gagnon, que j'ai rencontré à Parthenay quand j'ai été détenu à Parthenay, et Vallière. Okay. Je connaissais Vallière. Donc, on se retrouve en octobre 70. Tu as une librairie. En tout cas, tu travailles dans une librairie à Montréal. OK. Puis là, peux-tu nous dire exactement, Daniel, ce qui s'est passé là? Ben, tu sais, quand tu milites politiquement, tous les jours, ta vie c'est le militantisme, tu vois venir des choses, tu vois venir ce qui se prépare de l'autre côté et de notre côté aussi. Alors, oui. Alors, voyant venir le 16 octobre, moi je l'ai senti venir, j'habitais à ce moment-là dans l'arrière de ma librairie, j'avais un lit de camp et puis je dormais là. Le jour de 8h à 16h, je travaillais dans une usine et j'ai travaillé dans plusieurs emplois. Et le soir, à 4h30, 5h, j'ouvrais ma librairie avec les camarades,
militait à la librairie, allait faire du travail de masse chez les gens de Saint-Henri. OK. Puis là, bien évidemment, il y a l'enlèvement de James Cross. Bon, on n'était pas d'accord avec ça. On n'a jamais été d'accord avec les enlèvements comme les histoires de bombes, mais bon, c'était pas de nous que ça arrivait, c'était du FLQ. Bon, le FLQ, il faisait ce qu'il voulait. Nous, on les connaissait pas, on les rencontrait pas. On n'avait aucune réunion avec eux. OK. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu venir le octobre. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi sévère, mais je m'attendais à ce qu'il y ait des arrestations, parce que ils étaient assez virulents de la part de l'État par rapport à la situation qu'il y avait à cette époque. Alors, moi qui avais pris un appartement plus loin de la librairie, je quittais la librairie le soir vers 10h30, 11h, par la porte en arrière, fermais la porte, puis je suivais les ruelles jusqu'à mon appartement. Parce que j'ai dit, je ne vais pas rester à la librairie, il va m'arriver des bricoles. Pourquoi? Alors, Pourquoi? Parce que j'avais déjà été attaqué, et puis j'avais remarqué que c'est, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un policier en civil, il m'avait cassé une vitrine. Ah oui, pourquoi? Je ne sais plus, moi, je n'ai pas demandé. Pour faire de la répression, C'est une pour forme d'intimidation. d'intimidation, et puis ça n'a pas marché. Mais ça m'a fait comprendre que ce qui s'en venait, puis ce qui est arrivé, une fois que j'ai eu la vitrine cassée, j'ai dit, moi là, si je me fais attaquer et que j'ai rien pour me défendre, j'ai récupéré une vieille carabine de la guerre 40, une 303, et j'avais ça dans la librairie. Elle était désarmée, mais elle était dans la librairie. T'as quel âge à l'époque, toi? À l'époque, j'ai 27, 20... Non, attends, quel âge je peux avoir? 27, ouais. 27 ans? 27, 28, non, je sais pas. OK. T'étais-tu marié? Avais-tu des enfants, célibataire? J'étais divorcé, je n'avais pas d'enfant. OK. Non, non. Et bon, voyant venir ce qui s'en vient au mois d'octobre, je suis dans mon appartement, celui que personne ne connaissait parce que j'avais pris ça sous un autre nom. Et à 4 heures du matin, j'apprends qu'il y a la loi des mesures de guerre. Bon, moi, le matin à 7h30, je m'en vais prendre l'autobus pour aller au boulot que j'avais à ce moment-là. Et je passe devant ma librairie sur Notre-Dame, puis je vois qu'ils clouent des grandes planches et qui couvrent toute l'aventure de la librairie. Ma librairie s'appelait Livres et périodiques progressistes limités. Et je suis descendu du bus, je suis allé voir les gens qui étaient en train de clouer les planches, et c'était des employés de la ville de Montréal. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, ils disent, la police nous a dit de mettre des planches, puis ils mettaient les planches jusqu'au-dessus de la pancarte qui était le nom de la librairie. Alors, je suis allé à côté de la librairie, il y avait une un pool room, où ils jouaient au billard. Et la patronne, je la connaissais bien, parce que j'allais manger un burger ou un hot dog de temps en temps. Et je vais la voir, et elle me dit, à 4 heures du matin, ils sont arrivés avec des mitraillettes à la main, et ils ont tout cassé. Vitrines, toutes les vitrines du magasin, ils ont tout saisi. Ils ont cassé les étagères où il y avait des livres, et tout est parti. Et moi, j'ai dit, ah ben tiens, je ne peux pas rester, parce que c'était la loi des mesures de guerre. J'étais connu, du fait que j'étais 5 ans dans la police, il y a beaucoup de policiers qui me connaissaient de vue. Alors, je suis, avec l'accord de l'organisation avec laquelle je militais, on a décidé que je m'en allais en Abitibi. Et que là-bas, je me trouverais un boulot, et puis que je ferais du travail tout en étant clandestin. Parce que moi, je voulais pas, j'avais aucune raison de me faire arrêter, puis j'ai aucune raison de me faire arrêter. Je n'avais rien à me reprocher. Alors, je suis parti en Abitibi, et au moment où j'arrive en Abitibi... à quel endroit? Je suis arrivé à Val-d'Or. Val-d'Or. De Val-d'Or, je suis parti à Chapais. De Chapais, je suis revenu vers Val-d'Or, et il y a eu un vol à main armée à Joutel, où ils avaient volé presque 7 millions de dollars de l'avion qui venait régulièrement déposer les payes des mineurs. Et il y a 4 individus qui avaient fait un hold-up et qui s'étaient barrés avec le paquet. Et ils se sont fait arrêter. Mais pendant la période où ils cherchaient après, ils avaient bloqué toutes les routes. Et moi, je ne pouvais pas circuler parce que je me serais fait arrêter tout de suite. Je me suis arrêté dans un motel. Et je suis resté là 4 jours.
Et pendant les 4 jours que j'étais là, ben, je discutais avec la waitress, avec le patron, et ainsi de suite. Le patron appelle la police. Mais ça donne que quand il a appelé la police, moi je suis parti sans savoir qu'il avait appelé la police. Je ne le savais pas du tout. Moi je suis parti à Val-d'Or. À 9 h du matin, je prends le bus. Il n'y avait plus de blocage des routes et rien. Et je suis parti à Val-d'Or. Et la police m'attendait à Val-d'Or. Et ils m'ont arrêté à l'hôtel de Val-d'Or. J'avais pris une chambre. Et ils m'ont arrêté le matin à 9 h. Ils m'ont amené à la prison d'Amos. C'était des policiers provinciaux. Moi, j'ai dit, vous n'avez aucune raison de La Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, quoi. Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. J'ai dit, si vous me détenez, ils me posaient des questions. J'ai dit, moi, je veux voir un avocat. Ils ont compris que je ne voulais rien savoir d'eux autres. Et ils m'ont envoyé à la prison d'Amos, dans le trou. Et je suis resté 8 jours dans le trou sans sortir. Et je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un trou dans une prison commune d'un village comme Amos. C'est pas grand, hein, le trou. Ben, 8 jours de temps sans sortir, c'est long. Et Paul Hébert, qui était à ce moment-là le responsable de la Ligue des droits de l'homme, au bout de 8 jours, il est venu, je crois, en hélicoptère à Amos, parce qu'il avait appris qu'il y avait un terroriste, qui était détenu à la prison d'Amos. Alors il est venu me voir, alors ils sont venus me chercher dans mon trou, et puis je me suis assis à côté de Paul Hébert. C'est Paul Hébert, je crois, je ne me rappelle plus de son nom, je ne sais pas pourquoi. Jacques Hébert. Jacques Hébert, l'ami de Pierre. L'ami de Trudeau. De Pierre-Éliott Trudeau. C'est ça. Moi j'ai dit à Jacques Hébert, j'ai dit, tu n'as aucune raison de te mêler de quoi que ce soit. Ces gens-là n'ont pas aucune raison de me détenir, qu'ils me libèrent tout de suite. J'ai dit, tu peux retourner à Montréal. Puis j'ai dit, ramenez-moi dans mon trou. Je suis allé dans mon trou et le lendemain, j'apprenais qu'ils me mettaient seul avec les 4 voleurs du hold-up de Joutel sur un wing complet. On était 5 pour un wing complet. Il y avait peut-être, je ne sais pas moi, une trentaine d'appartements de prisonniers, là, de cellules. Et j'ai passé, du fait que je faisais la grève de la faim, ils m'ont détenu avant de m'envoyer à l'hôpital du centre de détention de Parthenay. Il s'est passé 20 jours. Alors j'ai été 20 jours ou 21 jours en grève de la faim. Ils m'ont passé au tribunal. Ils m'ont... ils m'ont passé au tribunal. C'est ça le problème avec 40 ans de différence, là. C'est qu'il y a des trucs qu'on... Mais disons que si on revient, là, tu es dans le trou. T'es dans le trou à Amos. J'étais dans le trou à Amos. Oui, 8 jours de temps. Mais est-ce qu'ils t'accusaient? Est-ce qu'ils t'ont accusé de quoi que ce soit? Aucune accusation. Pendant 8 jours, non. Aucune accusation. J'ai eu l'accusation qu'au bout de 20 jours. OK. Puis c'était quoi l'accusation? Entre-temps, ils m'ont amené à la prison de Parthenay, au centre de détention de Parthenay. Et quand j'ai repris à manger, là, quand j'ai recommencé à manger, parce que ma mère était en train de faire une crise cardiaque, et puis, bon, j'ai eu pitié d'elle, j'ai dit, bon, ok, je reprends à manger, mais je ne veux plus que tu te mêles de ma vie. Et une fois que j'ai recommencé à manger, ils m'ont retransféré à la prison d'Amos. J'ai passé devant un juge, j'ai eu un cautionnement de 850 $, je crois, et j'étais accusé de libelle séditieux, de préconiser le renversement du gouvernement du Canada par des actes de violence ou par des actes criminels. Okay. Alors, j'avais ça comme accusation. Je sors du tribunal. Il y avait une voiture de police de Montréal qui m'attendait pour me ramener à Montréal parce que je passais dans un procès qui avait affaire avec l'organisation, je crois que c'était ça. Il faudrait que je vérifie dans les journaux parce que là, je vais aller faire je vais aller fouiller dans les journaux à la Bibliothèque nationale pour me rappeler les dates. Je passais au tribunal parce que quand on a organisé McGill français, j'ai été arrêté avec François Bachand et monsieur Sabourin. On était 3 et on a été accusés de vol qualifié, extorsion, méfait public. Alors ils sont venus me chercher à Amos, ils m'ont ramené à Montréal, à Parthenay. Et après ça, j'ai passé au tribunal Parthenay. Je suis passé au tribunal criminel là, pour ça. Là. Et ils m'ont cautionné. J'ai eu un cautionnement.
Et un an après, ils ont laissé tomber les accusations. Ça a été la même chose pour libelle séditieux. Un an après, je n'étais plus accusé de quoi que ce soit. Mais j'avais été passé 8 jours dans un trou sale, mal famé, avec un matelas en caoutchouc et puis une chaudière pour faire ses besoins. Moi, je n'avais pas besoin de faire des besoins, à part de faire pipi, je ne mangeais pas. Alors, on n'a rien. Hein, C'est une grève de la faim, tu faisais? Oui. Ah oui, une grève de la faim. J'ai fait 27 jours de grève de la faim. 27 jours à Amos et à Parthenay. Et à Parthenay. Une fois que j'ai eu fini la grève de la faim... Puis ils t'ont accusé de libelle séditieux. Est-ce que c'était en vertu de la loi ces mesures de guerre ou en vertu du code criminel ordinaire? C'était en vertu du code criminel. Du code criminel libelle séditieux. À Amos, au palais de justice d'Amos. T'avais-tu un avocat qui te représentait? Non. T'avais personne qui te représentait? Dis-moi. OK. Je me souviens pas. OK. Mais j'ai été cautionné. J'ai eu un cautionnement. Tu as eu un cautionnement pour te présenter. $850. Puis tu te représentais à un moment donné? Je n'ai même pas eu besoin de me représenter. Ils ont laissé tomber les accusations, carrément. Dans l'année qui a suivi. Ils ont tout simplement laissé tomber les accusations. Ils me doivent peut-être encore $850. Il faudrait que j'aille vérifier. Okay. Avec l'intérêt, ça fait peut-être plus de 1000. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'on vérifie dans le... oui. Au palais de justice d'Amos. Je me suis fait truander ce coup-là. OK. Puis l'autre accusation à Montréal qui était en rapport avec la manifestation Québec français avec Mario Bachand puis Raymond Sabourin. Raymond Sabourin, c'est ça. OK. Et là, on est accusés. Oui. Et 2 ans après, ou 1 an et demi après, ils ont laissé tomber les accusations. Ils ont laissé tomber les accusations aussi. Ils ont laissé tout simplement... J'ai été... comment on appelle ça au tribunal? Hein? Avec, non? Comment? Nollé prosequi. Oui, c'est ça. Arrêt des poursuites. C'est ça. Ils ont laissé tomber les poursuites et ils m'ont libéré. T'avais-tu un avocat? J'avais Gaëtan Robert. Gaëtan Robert, oui. Et le mieux, je crois que c'était le mieux, ce coup-là, qui me défendait. OK. Je ne suis pas trop sûr. J'ai eu plusieurs avocats. Mais Gaëtan Robert. Ouais. OK. Qui s'occupait des groupes marxistes à l'époque, à Montréal. Ah, ouais. OK. Mais quand je suis passé pour le McGill français, c'était le mieux qui me défendait. OK. Maintenant, après ça, est-ce que tu as eu d'autres démêlés avec la justice ou les forces policières? Oh, j'ai été arrêté régulièrement parce que je me promenais dans la rue, on me reconnaissait, on m'arrêtait, je passais une journée, 2 jours en dedans, on me libérait sans accusation. Mais pendant 2 jours, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de perdre l'appartement que j'avais parce que c'était en période de... Ils me détenaient sans raison, et puis quand je sortais, j'avais plus d'appartement. Alors ça, j'étais pas content. Ça a duré combien de temps, ce manège-là? Ah, ce manège-là, ça a duré les 6 années de militantisme. OK. Mais après les événements d'octobre aussi? Après les événements d'octobre aussi, oui. Oui, 71. J'étais suivi souvent en voiture, parce que j'avais une voiture, puis j'étais suivi à pied si j'étais en métro ou en autobus. Quand est-ce que tu as quitté les groupes marxistes-léninistes? J'ai quitté le Parti communiste du Canada et du Québec marxiste-léniniste vers le mois de juin 73. OK. Et depuis quelques années, à chaque fois que je trouvais un travail, la RCMP me faisait perdre mon boulot. Et puis à un moment donné, j'ai dit, moi, si ça continue, je vais me ramasser sur les bancs publics. Parce que, à l'âge que j'avais, perdre mon travail régulièrement, à un moment donné, j'aurais pu eu une facilité de trouver du travail. Pourquoi tu dis que la GRC te faisait perdre ton boulot? Parce qu'il y a un des patrons qui m'a dit, on est obligé de te mettre à la porte. Et il m'a expliqué qu'il y a deux policiers de la RCMP qui sont allés le voir et qui ont demandé de me virer. C'était quel employeur que c'était? Je ne me rappelle pas du tout. Okay. J'en ai tellement eu d'employeurs. OK. Puis c'est arrivé souvent, à ce manège-là, que tu as perdu ton emploi? J'ai perdu 2 emplois que je me rappelle, puis j'ai perdu d'autres emplois que je ne me suis même pas posé de questions. OK. Mais à ce moment-là, moi je ne m'attendais pas qu'ils fassent de la répression comme ça. Mais ça m'a incité du fait que j'avais la double nationalité, ça m'a incité à partir en Europe pour avoir la paix sociale de mon côté, pour pouvoir travailler, commencer à me faire une vie. Et j'ai travaillé à Londres, et puis après ça, j'ai travaillé à Paris. Tu es parti en Europe combien d'années? 30 ans. 29 ans. En quelle année tu es parti? Je suis parti en décembre 73. OK. Je suis arrivé à Londres le lendemain.
Et Avec quel genre de passeport avais-tu à ce moment-là? Passeport canadien. Puis l'autre nationalité, c'est? Français. Tu étais Je suis français. né en France. Tu es né en France? OK. Ouais. Donc, tu avais la double nationalité française et canadienne. Puis c'est pour ça que, parce que pas avoir eu la double nationalité, je serais resté. Mais vu que j'avais autant de difficultés à garder mes emplois, ben, j'ai dit, moi, je vais partir en Europe, puis il me reste que ça pour pouvoir avoir une certaine stabilité. Parce que c'est pas plaisant, hein, vraiment pas plaisant, hein, de perdre son boulot, puis de perdre son appartement. Puis en plus, une fois, j'ai perdu tous mes outils, des micromètres et des trucs comme ça, parce que j'avais besoin de ça pour travailler dans l'ajustage mécanique. Ben, tu sais, ça fait mal, hein. Puis quel genre de boulot as-tu occupé là-bas en Europe? En Europe, ben, j'ai travaillé dans le dessin animé pendant 1 an, avec Alice and Bachelor. OK. Et puis en France, j'ai travaillé comme chauffeur de camion remorque dans la cour de Calberson, qui est un des grands distributeurs à Paris, comme on va dire UFP, ou comment il s'appelle là ici, les distributeurs, là, ceux qui vont livrer. Tu sais, moi, je faisais le remplissage du camion avec une équipe. Et là, j'ai mis sur pied une organisation CGT. Ah ben, le patron, il m'a viré parce que j'étais responsable d'avoir mis sur pied une organisation CGT qui existe toujours maintenant. Bien content. Mais moi, j'ai perdu du job. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir au Québec? Ben, j'ai jamais voulu partir. Okay. Moi, ça m'intéressait pas d'aller vivre en Europe. Et je suis arrivé là-bas parce que j'étais obligé. Moi, je me suis senti obligé de partir parce que d'avoir des difficultés comme j'avais avec la RCMP ou avec la police provinciale ou municipale, je ne sais pas. C'est peut-être aussi les municipaux et les provinciaux qui faisaient cette forme-là de répression. Alors moi, je suis parti en Angleterre parce que je connaissais du monde et ça m'a permis d'avoir un travail tout de suite. Et puis en France, ben là, j'ai cherché un bout de temps. Est-ce que tu as été inquiété par les policiers, les forces de l'ordre pendant ton Europe? En Angleterre, je t'ai suivi en France. Ah oui, qu'est-ce qui te fait penser ça? Ben parce qu'une fois, je vais chez un de mes cousins, à Rouvroy, dans le Pas-de-Calais, et moi, je savais que je t'ai suivi, parce que la première fois que je vais chez mon cousin, c'était à Noël de 73. Je suis parti 1 semaine, parce que la boutique où je travaillais dans le dessin animé fermait pendant la période de Noël les jours de l'an. Alors moi, j'ai pris un billet de train, je suis allé chez les cousins au nord de la France, au Pas-de-Calais. Et quand je suis revenu en Angleterre, ils m'ont détenu pendant 4 heures à la douane anglaise. Parce qu'ils me demandaient si j'allais dans des réunions anti-impérialistes en Irlande du Nord et ainsi de suite. Moi, j'ai rien à avoir à faire avec ça. Hein. Et puis, bon, 4 heures de temps détenu à chaque fois que je traversais. J'ai peut-être traversé 2 ou 3 fois. La dernière fois que j'ai traversé pour aller en France, puis y rester, je suis allé chez mon cousin pendant 3 jours, et puis je suis parti, j'avais acheté une auto en Angleterre, et je suis parti vers Paris, et mes cousins me l'ont dit juste au moment où je suis revenu, là, il y a à peu près 6 ans, là, ma cousine, elle n'osait pas m'en parler, mais quand je suis parti pour Paris, à ce moment, au moment où je venais d'Angleterre pour aller en France, les policiers, je crois que c'est des... en France, c'est le SDEC ou le SDS, c'est des services secrets, sont allés chez ma cousine, mon cousin, et ils sont allés leur demander où j'étais. Mes cousins ont pris peur parce qu'ils voyaient que c'était des policiers, des policiers, mais des services secrets. Ils ont pris peur parce que mon cousin, c'était pas tellement politisé. Et puis lui avait une entreprise de distribution de charbon. Alors lui, il a pris peur parce qu'il voyait qu'il avait peur d'être embarqué dans quelque chose de pas clair. Mais ils sont allés chez mes cousins s'informer à quel endroit j'étais parti. Eux ne pouvaient pas le savoir, parce que moi, je m'en allais à Paris, puis je ne savais pas où j'allais habiter. Alors, je me suis trouvé un logement à côté de la mairie de Clichy, sur la rue Villeneuve, à côté du centre administratif de la ville de Clichy. Et j'ai habité là pendant 6-7 mois, dans une chambre d'hôtel, en attendant de me trouver un boulot. Puis, qu'est-ce qui t'a décidé de revenir?
au Québec? Non, moi j'ai toujours eu envie de revenir, mais ce qui m'a décidé de revenir, c'est que j'approchais la retraite, et puis j'avais pas envie de rester en France anymore. C'était terminé. Moi, en France, l'Europe, c'est pas mon pays. Moi, mon pays, c'est le Québec. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 6 ans. Moi, j'ai été élevé avec les petits Québécois dans la rue, à jouer au hockey, et puis comme tout le monde ici au Québec. Puis, moi, c'était mon pays. J'étais heureux ici, moi. J'étais obligé de m'expatrier parce que... Est-ce que tu as eu des problèmes en revenant ici au Québec, là? Non. Aucun problème. Aucun problème. Probablement que je suis suivi. Tu n'avais pas de comité d'accueil qui t'attendait à l'aéroport, rien de ça. Puis tu as pu te trouver du travail, puis tu as pu te trouver de logement sans aucun problème. J'ai plus envie de travailler. OK. As-tu déjà fait des démarches pour savoir si le service de sécurité de la GRC à l'époque avait un dossier sur toi? J'ai fait une... J'ai fait une demande à la GRC sur Dorchester, dans l'ouest, Westmont, là. Ils m'ont donné un dossier, mais un dossier où il manque plein de trucs dans le dossier. Mais tu sais que tu peux adresser, tu peux faire une demande officielle au gouvernement. Je sais, mais tu vas m'aider. Aux archives nationales. Aux archives nationales. Ben, tu vas m'aider pour le faire. Okay. As-tu d'autres choses à ajouter concernant la crise d'octobre et tout ça? Ah, ben la crise d'octobre, c'est que, bon, quand on a organisé une manifestation en mai 71 contre la guerre au Vietnam, qui était quand même tout de suite après la crise d'octobre, hein, quand même, notre manifestation, c'est le 20 mai 71, notre manifestation, la police refusait de nous donner un permis de manifester contre la guerre au Vietnam. On a quand même tenu la manifestation et on s'est battu contre la police. On a été 83 arrêtés, dont moi, Arthur et Alan Scott. Et ces trois-là, Alan Scott, Arthur et moi, on a été accusés d'avoir organisé une manifestation. Arthur Vachon. Arthur Vachon, l'ex-policier provincial. OK. Si on arrive en 2007, maintenant, tu fais partie de la Fondation Octobre, là, maintenant. Tu milites au sein de la Fondation Octobre. Oui. Est-ce que, qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, que les gouvernements du Canada et du Québec fassent vis-à-vis des gens, les victimes de la crise d'octobre comme toi? Moi, je crois que, le gouvernement fédéral et provincial doivent des excuses à tout le monde et se doivent de payer des dommages et intérêts à tout le monde. Ça, c'est fermé, là. Moi, je ne bougerai pas de à ceux qui ont été arrêtés et perquisitionnés. On a arrêté, détenu, et moi, j'ai été le dernier relâché de la crise d'octobre. Okay. Le dernier. Donc, des excuses officielles de la part des deux ordres de gouvernement qui ont participé à cette opération-là. C'est ça. Et ensuite de ça, un dédommagement. Des dommages et intérêts, parce que moi, ça m'a coûté... À ce moment-là, j'ai perdu ma job, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu tout ce qu'il y avait dedans. J'ai été vraiment dans une situation où j'ai besoin que ces gens-là me payent des dommages et intérêts et qui en payent à tout le monde qui a été dérangé de la même façon. Okay. Moi, je suis là-dessus, je ne démords pas. OK. Puis comment tu penses que la Fondation Octobre va y arriver? Ben moi, déjà la Fondation Octobre parle de faire un tribunal genre Russell d'ici à 2010, mais c'est trop lent, c'est trop lent. Moi, j'ai été torturé. C'est pas en 2010 que je veux que tout le monde le sache, c'est maintenant. J'ai la chance, c'est une chance, de faire partie de la Fondation Octobre, qui a un but non lucratif, mais qui a un but, c'est de faire reconnaître au fédéral et au provincial que ces gens-là ont eu tort d'arrêter ces gens-là et de les avoir mis en prison. Et moi je crois que la Fondation Octobre a la possibilité d'aller jusqu'au bout. Ça va. Ben, merci, Daniel Waterloo. Ça m'a fait plaisir.